Cela s'est passé en octobre dernier, et mon pote Damien m'a dit que je devais poster ça ici parce qu'apparemment, ma vie est devenue une sorte de conte moral sur les beaux-parents. Les dynamiques familiales toxiques et ce qui arrive quand on finit par se faire respecter après avoir été traité comme un moins que rien pendant 6 ans. Ma femme m'a hurlé dessus pour que je m'excuse auprès de son frère devant 14 personnes lors d'un repas de famille. Au lieu de ça, je me suis levé, j'ai marché vers lui alors qu'il affichait ce petit sourire narquois insupportable, et j'ai dit une seule phrase qui a plongé la pièce dans un silence de mort. 20 minutes plus tard, 3 mariages prenaient fin cette nuit-là. Le mien y compris. Accrochez-vous, ça va être long. Je m'appelle Nicolas. J'ai 38 ans et je travaille comme ingénieur en systèmes aéronautiques pour une boîte de taille moyenne près de Toulouse. Jusqu'à ce samedi soir d'octobre, je croyais sincèrement que mon mariage tenait la route. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais assez solide pour construire une vie, assez solide pour envisager d'avoir des enfants un jour, assez solide pour que je pense que nous vieillirions ensemble. Comme quoi, on se trompe lourdement parfois. Ma femme, Manon, et moi étions ensemble depuis 8 ans au total, mariés depuis 6 ans. Nous vivions dans une maison confortable en banlieue toulousaine, rien d'extravagant, mais un bel endroit dans un quartier calme avec un garage double et un jardin assez grand pour un chien. Nous avions des emplois corrects, pas encore d'enfants, mais nous avions commencé à en parler sérieusement. Je gagnais environ 130 000 € par an dans ma boîte d'ingénierie. C'était un bon salaire, une carrière stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail respectable que j'aimais vraiment faire chaque matin. Il y a quelque chose de gratifiant à savoir que le fruit de votre travail flotte littéralement dans l'espace en ce moment même, aidant des gens à l'autre bout du monde à communiquer. Mes conceptions sont là-haut. Mes calculs. Mes nuits blanches et mes week-ends passés à lancer des simulations. Tout cela compte, même si personne dans les dîners mondains ne veut entendre parler de systèmes de communication par satellite. Manon travaillait dans le marketing pour une agence de luxe en centre-ville et gagnait environ 70 000 €. À nous deux, nous nous en sortions mieux que la plupart des couples de notre âge. Nous avions des économies, des placements. Nous nous offrions de belles vacances, comme aux Seychelles ou en Corse. De l'extérieur, on avait probablement l'air d'avoir tout compris. La maison, les carrières, le plan de vie. Mais si vous avez été marié un certain temps, vous savez que ce que les gens voient de l'extérieur correspond rarement à ce qui se passe derrière les portes closes. Et dans notre cas, le problème portait un nom, le frère aîné de Manon, Guillaume. Il avait 42 ans, il était grand, avec ce look de gendre idéal un peu lisse qui fait que les gens le croient brillant avant même qu'il n'ouvre la bouche. Vous voyez le genre, la coiffure impeccable, les dents blanches, la poignée de main ferme. Le genre de type qui entre dans une pièce et scannait immédiatement l'assemblée pour trouver la personne la plus influente à qui parler. Il dirigeait une société de promotion immobilière que son beau-père lui avait pour ainsi dire offerte sur un plateau d'argent. Guillaume aimait se présenter comme un self-made man, parlant constamment de sa vision, de son dynamisme et de son esprit d'entreprise. Mais quiconque connaissait la vraie histoire comprenait qu'il s'était marié pour l'argent et le statut. Sa femme, Éléonore, venait de la vieille bourgeoisie, le genre de famille qui possède des comptes d'investissement depuis 3 générations et des résidences secondaires dans des endroits que les gens normaux ne voient que sur Instagram. Dès le premier jour de ma relation avec Manon, Guillaume avait fait comprendre très clairement qu'il ne me trouvait pas assez bien pour sa sœur. Il ne le disait jamais directement au début. Juste des petites remarques par-ci, par-là. La mort par 1000 coupures, vous voyez. L'aéronautique, hein. C'est un boulot stable, j'imagine. Ou bien, Manon, tu es sûre de ne pas vouloir sortir avec quelqu'un qui a un peu plus d'ambition? Quelqu'un qui va vraiment quelque part? Ou ma préférée, ça doit être sympa d'avoir un job de bureaucrate où on pointe ses heures. Certains d'entre nous sont sur le terrain pour construire de vraies choses. Toujours dit avec ce sourire suffisant, condescendant, qu'on a envie de gifler. Toujours suivi d'un « je plaisante », vieux. Quand il voyait que ma réaction passait de la tolérance polie à quelque chose de plus sombre. Mais au fil des ans, les commentaires sont devenus plus tranchants, plus directs, plus publics. Et Manon, au lieu de me défendre, se contentait de rire comme si ce n'était rien. C'est juste Guillaume, il est comme ça, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Il ne pense pas à mal, il est comme ça avec tout le monde. Sauf qu'il n'était pas comme ça avec tout le monde. Il n'était pas comme ça avec Kevin, le mari d'Aurélie, qui était devenu associé dans son cabinet d'avocat.
Il n'était pas comme ça avec les cousins qui travaillaient dans la finance ou la médecine. Il n'était comme ça qu'avec moi, l'ingénieur qui travaillait avec ses mains sur des problèmes complexes au lieu de brasser de l'argent et d'appeler ça de l'entrepreneuriat. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs il y a des années. Mais j'aimais Manon, ou du moins je le pensais. Alors j'ai fermé ma gueule, j'ai fait le dos rond et j'ai continué à assister aux événements familiaux où je savais que je serais traité comme le larbin de service. Le dîner qui a tout fait exploser était censé être une célébration. Les parents de Manon, Benoît et Catherine, renouvelaient leurs vœux après 40 ans de mariage. 40 ans. C'est toute une vie de partenariat, de compromis, de construction commune. Ils voulaient marquer le coup avec un grand rassemblement familial chez eux, un repas traiteur d'un établissement chic, la totale. La sœur cadette de Manon, Aurélie, était là avec son mari Kevin. Guillaume et Éléonore, bien sûr, ne manqueraient jamais une occasion de se pavaner. L'oncle et la tante étaient venus de Biarritz. Quelques cousins complétaient la table, 14 personnes au total, toutes vêtues de leurs plus beaux habits, prétendant toutes être une grande famille heureuse sans aucune dysfonction cachée sous la surface. J'ai su que la soirée allait être rude quand Guillaume a débarqué dans sa toute nouvelle Porsche électrique et a immédiatement commencé à raconter comment il l'avait payé comptant. Je n'ai même pas pu faire rentrer tout le cash dans la mallette, a-t-il dit avec un rire théâtral alors que nous étions tous dans l'allée. Il m'a fallu 2 sacs. Mais quand on conclut une affaire comme celle que je viens de signer, on se fait plaisir. Tu sais ce que c'est, non? Il m'a regardé droit dans les yeux en disant cette dernière partie. Tu sais ce que c'est. Comme si je savais ce que c'était que de payer une voiture de luxe comptant après une transaction immobilière louche. J'ai juste souri et acquiescé. La même chose que je faisais depuis 6 ans. Ne pas faire de vagues. Ne pas faire de scène. Ne pas donner à Manon une raison d'avoir honte de moi. Maintenir la paix. C'était toujours le mantra, n'est-ce pas? Maintenir la paix. Avaler sa fierté. Ne pas provoquer de drame. Laisser passer les remarques parce que répondre rendrait les choses gênantes pour tout le monde. 6 ans à maintenir la paix ne m'avaient mené nulle part, sauf à une table de dîner où j'étais publiquement humilié pendant que ma femme étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Le dîner a commencé de façon assez agréable. Catherine s'était surpassée pour la décoration. Des roses blanches et des bougies partout. Une musique douce diffusée par des enceintes cachées. La table ressemblait à une page de magazine. Elle avait clairement planifié ça depuis des mois. Benoît a prononcé un discours émouvant sur 40 ans de mariage, sur l'engagement et le choix d'aimer quelqu'un même les jours difficiles. Nous avons tous levé nos verres. Tout le monde avait les larmes aux yeux. C'était vraiment beau. Pendant environ 20 minutes, tout était parfait. Puis est arrivé le plat principal, et avec lui, le besoin compulsif de Guillaume d'être le centre de l'attention. Alors, Nicolas a lancé Guillaume assez fort pour que toute la table entende, tout en découpant son filet de bœuf comme s'il pratiquait une chirurgie. Toujours sûreté. Comment tu appelles ça déjà? Tes morceaux de fusée. J'ai senti la tension familière monter dans ma poitrine. C'était reparti. Des composants satellites, ai-je corrigé calmement. Pour les satellites de communication, ceux qui permettent de passer des appels et d'avoir Internet dans les zones reculées. C'est ça, a dit Guillaume en agitant sa fourchette avec dédain. Ça a l'air passionnant. De la technologie de pointe, vraiment. Et côté salaire, ça donne quoi ces jours-ci? Toujours dans le bas de la fourchette à 6 chiffres. La table est devenue silencieuse. On pouvait entendre le tic-tac de la pendule dans le couloir. Tout le monde savait exactement où il voulait en venir. Il l'avait déjà vu faire. Il l'avait vu au repas de Noël, aux anniversaires, au barbecue de l'été. Personne ne disait jamais rien. Il le laissait faire. Je m'en sors bien, ai-je simplement répondu, sans mordre à l'hameçon. Bien, a répété Guillaume, laissant le mot flotter dans l'air comme s'il était dégoûtant. C'est exactement ce dont je parle, Manon. Tu n'as jamais eu envie de plus que bien? Tu ne veux pas du génial, de l'exceptionnel? Tu ne veux pas d'un mari capable de t'offrir la vie que tu mérites? Manon a remué inconfortablement sur sa chaise, mais n'a rien dit. Elle étudiait ses asperges. Guillaume, a dit doucement sa femme, Éléonore, en lui touchant le bras. On devrait peut-être parler d'autre chose. C'est la fête de tes parents. Non, je dis juste ça comme ça,
a continué Guillaume, s'animant comme un acteur qui vient de trouver son projecteur. Regardez ce que j'ai pu offrir à Éléonore. La villa sur les hauteurs avec piscine et vue, les voitures, les vacances en Europe 2 fois par an. C'est ce qu'un homme devrait pouvoir donner à sa femme. Pas juste du bien, pas juste du suffisant, pas juste de quoi s'en sortir. J'ai senti ma mâchoire se contracter, mais j'ai gardé une voix calme. Les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs, Guillaume. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de sa maison ou au logo sur sa voiture. Bien sûr que non, a-t-il répondu avec ce sourire condescendant. Certains le mesurent à la taille de leur ambition, ou dans ton cas, à son absence totale. Guillaume. Est enfin intervenu Benoît, le père de Manon. Sa voix avait un ton sec que je n'avais jamais entendu auparavant. Ça suffit. C'est censé être une célébration. Papa, je suis juste honnête, a dit Guillaume en levant les mains avec une fausse innocence. Il faut bien que quelqu'un lui dise la vérité. Nicolas est un chic type, je n'ai jamais dit le contraire, mais les chic types finissent derniers. Manon mérite quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle. Quelqu'un qui va quelque part dans la vie, pas quelqu'un qui se contente de stagner dans une carrière médiocre en attendant sa retraite. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Médiocre. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour en arriver là. 5 ans d'études d'ingénieur dans une grande école, en travaillant à côté parce que mes parents ne pouvaient pas tout payer. Des années de doctorat et de recherche, vivant de pâtes et d'espoir. D'innombrables semaines de 60 heures à mon premier job pour faire mes preuves dans un domaine incroyablement compétitif où une seule erreur peut coûter des millions. J'avais des brevets, 3 au total. Mon travail était littéralement en orbite autour de la Terre en ce moment même. L'année dernière, un satellite dont j'avais conçu les composants clés avait aidé à coordonner les secours après un ouragan dévastateur. De vraies personnes, un vrai impact, un travail qui comptait. Et ce fils à papa qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, à qui tout avait été donné par son riche beau-père, traitait ma carrière de médiocre. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui s'accumulait depuis 6 ans a enfin atteint son point de rupture. Tu sais quoi, Guillaume ? Ai-je dit en posant soigneusement ma fourchette. Je pense que tu as été très clair. Ah bon ? Guillaume s'est calé dans sa chaise, savourant l'instant. Il adorait avoir un public. Toute la table regardait maintenant. Ce pauvre Nicolas a enfin craqué, dirait-il. J'ai contourné la table vers lui, lentement. Tous les regards me suivaient. La raison pour laquelle tu as pu conclure toutes ces grosses affaires immobilières, ai-je dit en m'arrêtant juste à côté de sa chaise et en le surplombant, c'est parce que ton beau-père a détourné de l'argent des fonds de pension qu'il gère pour l'injecter dans tes projets. Je le sais parce que je m'occupe des contrats technologiques pour ce même fonds de pension. J'ai vu les documents. J'ai vu les sociétés écrans. J'ai vu où va l'argent réellement. Le visage de Guillaume est devenu livide, comme si on avait débranché une prise et vidé tout son sang. Le verre d'Éléonore lui a glissé des doigts et a percuté la table, le vin rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang sur une scène de crime. C'est un mensonge, a bafouillé Guillaume. Mais sa voix a déraillé. Il ressemblait à un gamin terrifié, pas du tout à l'homme d'affaires sûr de lui qu'il prétendait être. Ça ne l'est pas, ai-je dit simplement. Ta société est techniquement rentable sur le papier, mais seulement parce que tu obtiens des prêts à des taux qui n'existent pas sur le marché réel. Des prêts garantis par l'argent des retraites qui est censé être placé en sécurité, pas servir à renflouer tes délires immobiliers. Je documente tout ça depuis des mois, en essayant de décider quoi faire, si je devais le signaler ou en parler à Manon d'abord. Mais je crois que tu viens de prendre la décision pour moi. Benoît s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Est-ce que c'est vrai ? Guillaume, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Éléonore fixait son mari avec un regard de pure horreur. Guillaume, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que mon père n'est pas impliqué là-dedans. Dis-le-moi tout de suite. Qu'est-ce que ça peut faire, d'où vient l'argent ? A éructé Guillaume, perdant complètement son sang-froid. Les projets réussissent. Tout le monde gagne de l'argent à la fin. C'est juste de la finance créative, c'est tout. Les gens d'affaires font ça tout le temps. Sauf les retraités qui comptent sur cet argent pour vivre, ai-je ajouté. Sauf les gens dont les économies de toute une vie servent de banque personnelle pour toi. Sauf les profs, les pompiers et les infirmières qui ont mis de l'argent de côté pendant 30 ans en pensant qu'ils seraient en sécurité. Et maintenant,
ça finance ta Porsche et ta villa. Manon m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des marques. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, ai-je dit en la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Je dis la vérité. Ton frère me traite de raté depuis 6 ans, il insulte ma carrière, il se moque de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et pendant tout ce temps, il commettait des fraudes, et toi, tu le laissais me rabaisser à chaque fois. Le dîner a explosé après ça. Éléonore hurlait sur Guillaume, exigeant de savoir quels autres mensonges il lui avait racontés. Benoît était au téléphone dans le couloir, appelant probablement quelqu'un au sujet de la situation du fond. Son visage était gris, il semblait avoir pris 10 ans en 10 minutes. Catherine pleurait en bout de table. Son magnifique dîner de renouvellement de vœux était totalement anéanti. Les bougies vacillaient encore, les roses étaient toujours parfaites, mais plus personne ne s'en souciait. Aurélie et Kevin essayaient de calmer tout le monde tout en ayant l'air horrifié. Kevin a croisé mon regard et m'a fait un léger signe de tête, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Et Manon? Manon me fixait comme si j'étais un parfait étranger. Tu as humilié ma famille, a-t-elle dit tout bas, sa voix tremblante de rage contenue. Ton frère m'a humilié pendant des années, ai-je répliqué. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner, tu l'as laissé faire. Toute cette famille l'a laissé faire. Vous êtes tous restés là à regarder. Ce n'est pas la même chose. A crié Manon. Guillaume plaisantait, c'est tout. Il ne pensait pas à mal. Tu viens de détruire son mariage, sa réputation, tout ce pourquoi il a travaillé. Tout ce pourquoi il a travaillé. J'ai failli éclater de rire. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il s'est marié pour l'argent et ensuite il en a volé plus. Ce n'est pas du travail, c'est un crime. J'ai regardé ma femme et j'ai vu ce que je refusais de voir. Elle n'était pas bouleversée parce que son frère était un escroc. Elle était bouleversée parce que je l'avais dénoncé. Parce que dans son esprit, protéger l'image de la famille était plus important que la dignité de son mari, plus important que la vérité. Demande pardon à Guillaume, a dit Manon, le visage rouge. Demande pardon tout de suite pour ces accusations devant tout le monde. Ce ne sont pas des accusations, ai-je dit. Ce sont des faits documentés, et je ne m'excuserai pas pour avoir dit la vérité. Alors dégage. La voix de Manon a claqué comme un fouet. Si tu ne peux pas t'excuser auprès de mon frère, alors quitte ma maison tout de suite. La pièce est redevenue silencieuse. Ta maison? Ai-je demandé calmement. La maison que nous avons achetée ensemble? Celle dont j'ai payé la majeure partie du prêt pendant 6 ans parce que ton salaire ne couvrait pas ta moitié? Notre maison, s'est-elle reprise. Et je te dis de partir si tu ne t'excuses pas. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Guillaume, pâle et en sueur. Éléonore, le mascara coulant sur ses joues. Benoît, toujours au téléphone. Catherine, sanglotant dans sa serviette. Tous ces gens qui avaient regardé Guillaume me démolir pendant des années sans dire un mot. J'ai regardé ma femme, qui choisissait son frère plutôt que son mari. Je préparais mes affaires demain, ai-je dit d'une voix stable. Tu peux garder la maison. Mon avocat te contactera pour le divorce. Le visage de Manon a blanchi. Divorce? Nicolas, attends. Je ne voulais pas. Si, tu voulais, les jeux interrompus. Tu pensais juste que je n'oserais pas partir. Tu pensais que je m'excuserais. Tu pensais que je céderais comme je le fais toujours, mais c'est fini. Je suis sorti de cette maison sans me retourner. J'ai conduit jusqu'à un hôtel en ville, j'ai pris une chambre et je suis resté assis sur le bord du lit à fixer le mur pendant 3 heures. Mon mariage était terminé, 8 ans envolés en 20 minutes. Pas à cause d'une trahison spectaculaire comme l'infidélité, mais parce que je m'étais enfin défendu. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Manon était chez ses parents. J'ai emballé mes vêtements, mes objets personnels, mes documents. J'ai tout laissé d'autre. Les meubles, les décorations qu'elle avait choisies, les photos de vacances qui ne signifiaient plus rien. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville la même semaine. Un endroit fonctionnel mais impersonnel. Le silence était étrange au début. Personne pour me demander où j'allais. Personne pour faire des remarques passives-agressives sur mon emploi du temps. Juste moi, mes pensées, et le ronronnement du frigo.
Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Les retombées de ce dîner ont été spectaculaires. En une semaine, Éléonore a demandé le divorce. Il s'est avéré que l'affaire du fonds de pension était bien pire que ce que je pensais. Guillaume n'avait pas seulement obtenu des prêts préférentiels, il avait activement siphonné de l'argent via un réseau de sociétés écrans. Quand l'enquête officielle a commencé, elle a révélé des années de manipulation financière systématique. La société de Guillaume s'est effondrée en un mois. Son beau-père a fait face à des accusations fédérales. Toute l'affaire a fait la une de la presse économique locale, puis régionale. On voyait la photo d'identité judiciaire de Guillaume, qui ne ressemblait plus du tout au Golden Boy qu'il prétendait être. Juste un homme de 40 ans terrifié dans une situation qu'il avait lui-même créée. Environ 2 semaines après mon déménagement, Kevin, le mari d'Aurélie, m'a appelé. « Nicolas, il faut que je te dise quelque chose. Ça fait des années que je veux le dire, mais j'avais trop peur de ce que ça ferait à la famille. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Guillaume fait ce genre de choses depuis des années. Pas seulement la fraude. Il manipule tout le monde, il ment sur ses succès, il s'attribue le mérite du travail des autres. J'ai vu ça des dizaines de fois. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler à Aurélie, la famille faisait bloc autour de lui. Il me disait que j'étais jaloux, que je ne comprenais pas les affaires. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? » « Parce que tu es la première personne à lui avoir tenu tête, » a dit Kevin. « Et je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pensait pas que tu étais le problème. Certains voyaient très bien ce qui se passait. On n'était juste pas assez courageux pour faire quoi que ce soit. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Cet appel m'a fait du bien. Il confirmait que je n'étais pas fou. Que ce que Guillaume me faisait subir n'était pas normal. Ce n'était pas seulement Guillaume, c'était tout un système familial qui avait permis son comportement pendant des décennies. Et Manon avait été élevée au cœur de ce système. Elle avait appris dès l'enfance que protéger l'image de la famille était plus important que la vérité. Le divorce a pris 4 mois. Manon a essayé de tout obtenir. La maison, les économies, mes comptes de retraite. Son avocat a prétendu que j'avais détruit sa famille et que je lui devais réparation pour préjudice moral. Ils ont même essayé de dire que ma révélation au dîner était une forme de violence psychologique. Mais j'avais un excellent avocat, et j'avais les documents. 6 ans de paiement de prêts prouvant que j'avais payé bien plus de la moitié. Des relevés bancaires montrant que Manon avait investi des milliers d'euros de nos économies communes dans la société de son frère sans me le dire. De l'argent qui avait maintenant disparu. Finalement, nous avons tout partagé à 50-50e, ce qui signifiait en réalité que je repartais avec plus de la moitié de ce que j'avais contribué. Environ 6 mois après le divorce, j'étais au supermarché un dimanche après-midi. Je choisissais des avocats quand j'ai entendu mon nom. Nicolas. Je me suis retourné et j'ai failli ne pas reconnaître la femme en face de moi. Catherine, la mère de Manon, semblait avoir vieilli de 10 ans. Catherine. Comment allez-vous ? On peut parler 1 minute ? A-t-elle demandé doucement. Nous sommes restés là, au milieu du rayon fruits et légumes. Tu avais raison, m'a-t-elle dit. Sur Guillaume, surtout. Benoît et moi, on savait que quelque chose n'allait pas depuis des années. On ne voulait juste pas le voir. On l'a élevé en lui faisant croire qu'il était spécial, que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Et on a laissé cette croyance le détruire. On a laissé ça tout détruire. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que tu méritais mieux, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. De notre part à tous, mais surtout de la part de Manon. Elle avait tellement peur de nous décevoir qu'elle a oublié comment être une partenaire pour toi. Elle a oublié que le mariage signifie choisir son conjoint envers et contre tout. Même contre sa propre famille, surtout quand elle a tort. Comment va Manon ? ai-je demandé. Elle est seule, a simplement répondu Catherine. Elle est retournée vivre chez nous un temps, mais ça n'a pas marché. Trop de souvenirs. Trop de dégâts. Elles vivent dans un petit appartement maintenant, elle travaille énormément. Je pense qu'elle essaie de découvrir qui elle est sans que nous lui disions qui être. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais pas de regret. J'espère qu'elle y arrivera, ai-je dit. Le procès de Guillaume a eu lieu il y a 2 mois. L'enquête a révélé tellement de fraude que le procureur n'a pas fait de cadeau. On parle de fraude électronique, blanchiment d'argent,
association de malfaiteurs. Il a été condamné à 14 ans de prison ferme. Le Golden Boy porte maintenant un uniforme de détenu et mange à la cafétéria de la prison. Son beau-père a témoigné contre lui en échange d'une peine réduite de 5 ans. La fortune familiale, les résidences secondaires, le prestige. Tout a disparu en 6 mois. Éléonore a refait sa vie ailleurs avec les enfants. Elle travaille maintenant comme agent immobilier, légalement cette fois. Environ 8 mois après le divorce, j'étais dans un restaurant italien avec Claire. Nous sortions ensemble depuis 3 mois. On parlait de son travail de prof, de mes projets. Et là, j'ai vu Manon à l'entrée. Elle m'a vu au même moment, figée comme un chevreuil dans les phares d'une voiture. Elle avait l'air fatiguée, ses vêtements semblaient trop grands pour elle. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait venir me parler. Au lieu de ça, elle m'a regardé, a regardé Claire, puis est repartie. J'ai juste fait un petit signe de tête. Rien de plus. Claire m'a demandé, ton ex-femme? J'ai répondu oui. Elle a ajouté, elle a l'air misérable. J'ai ri. C'était la première fois que penser à Manon ne me serrait plus le cœur. Aujourd'hui, j'ai eu une promotion, un salaire de 160 000 € et une petite amie qui respecte ce que je fais. L'autre jour, j'ai reçu un mail d'un de mes anciens professeurs. Une de ses étudiantes fait un stage dans ma boîte. Il m'a écrit, elle dit que c'est grâce à toi qu'elle a choisi l'aéronautique. Tu avais fait une présentation dans son lycée il y a 3 ans, et ça a changé sa vie. Je ne me souvenais même pas de ce discours. Mais apparemment, alors que je me sentais comme un raté parce qu'un escroc me disait que je n'étais pas assez bien, j'étais en train d'inspirer la génération suivante. C'est drôle comme la vie tourne, parfois. Quelle histoire incroyable et révélatrice. C'est fascinant et terrifiant de voir à quel point une dynamique familiale peut devenir toxique lorsqu'elle est basée sur l'apparence et le mensonge plutôt que sur l'intégrité. Nicolas a fait preuve d'une patience d'ange pendant 6 ans, mais il nous rappelle une leçon essentielle, personne ne devrait avoir à s'excuser pour son succès honnête face à la malhonnêteté arrogante. Le revirement de situation avec Guillaume est une forme de justice poétique presque parfaite. Souvent, dans ces familles parfaites en apparence, il suffit qu'une seule personne ait le courage de dire la vérité pour que tout le château de cartes s'effondre. On voit bien ici que Manon n'était pas seulement une victime, mais une complice par son silence et son manque de soutien envers son mari. C'est un rappel puissant que le respect dans un couple est non négociable, même face à la belle famille. Selon vous, Nicolas a-t-il été trop loin en exposant les crimes de son beau-frère devant toute la famille, ou était-ce le seul moyen de se libérer de cette emprise? Et vous, auriez-vous eu le courage de dénoncer la vérité au risque de détruire votre propre mariage? Dites-le nous en commentaire.